Au podcast aujourd'hui, on met en prévision les séries du RSEQ au niveau du football avec les Carabins qui reçoivent les Stingers de Concordia cette fin de semaine à midi, je pense. Oui, bien, c'est bien ça. Et après ça, le Rougeard qui recevra les Redbirds à 3 heures au niveau du Stade TELUS. Après ça, nous discuterons aussi de l'équipe d'étoiles du RSEQ qui a été annoncée un peu plus tôt aujourd'hui et mettre un peu la table sur ce qui se passe dans les US. Hey, what's up? Ici le Travel Chief de la ligne défensive, Yohan Nyong'e, et vous écoutez le podcast KMSQ. Bienvenue tout le monde. Quand même, gros podcast aujourd'hui. On est quand même très content de faire ça. Fidèle à son habitude, Étienne est là. Étienne, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Après ça, comme vous pouvez voir, on n'est pas seul aujourd'hui. Invité quand même spécial. Fait un peu de tout dans le monde du football. Co-animateur avec le podcast Sans Stress. Co-animateur aussi avec Take Your Leave It maintenant. Nicolas Pierremas. Nick, comment ça va? Ça va super, les gars. Merci de m'accueillir sur votre plateforme. C'est vraiment cool. Je suis content d'être là. Ouais, merci à tous d'avoir accepté l'invitation. On apprécie vraiment. Ben, merci. Ça va. Est-ce que vous allez bien? Ouais, ça va super bien. Regarde, ça va toujours bien quand les séries arrivent au football. On a un gros football qui s'en vient, on a hâte. Les séries dans le foot universitaire québécois, c'est les séries dans le foot collégial québécois, c'est les séries dans la Ligue canadienne de football. C'est une belle semaine d'automne pour les amateurs de foot. Un peu triste pour moi la CFL vu que les Argos ça a mal été cette saison. Là. Mais j'ai assez hâte de regarder quand même du foot canadien. Là. C'est le gros stand pour le football canadien. Là. Je pense que c'est là qu'on peut faire valoir même les règlements spéciaux qui sont en Oui, on l'a vu, hein, l'extinction. Ouais, ben c'est un gros débat, ça. Moi, j'aime bien nos règlements, personnellement. Là, en parlant un peu de l'Ontario, je sais qu'on n'allait pas le mentionner aujourd'hui, mais quand même, Laurier. Wow. Laurier, qu'est-ce que je dis? Queens. Guelph. Guelph Western. Ouais, c'est ça. Guelph qui élimine Western grâce au fameux rouge. Mais ce que le monde ne savent pas, c'est que c'est même pas cette règle-là qui va partir ça. Ça non, existait encore là, cette règle-là, c'est ça. Exact. Ce qui partirait, c'est le fait qu'on ne peut pas la sortir de la zone début et d'avoir un point automatique, mais on pourrait tout de même kicker dans la zone début. Et si l'autre équipe réussit pas, l'équipe qui reçoit réussit pas à la sortir de la zone début, on y concède un point. Donc, et on peut encore faire le kickback. Donc, c'est ça. Mais outre le règlement, je ne veux pas enlever l'événement historique là, que Queens a réussi de battre Western. Je pense que c'est la première fois en quelque chose comme plus de 15 ans que Western ne va pas être à la Yates Cup. C'est ridicule. Qui est l'équivalent de la Coupe du Saut ontarienne. Ah, ça, j'ai encore de la misère à dire la Coupe du Saut. Il faut que je me mette les réflexes dans la tête. Là. Dans ma tête, on dit encore Coupe Dunsmore. Même moi, on va s'habituer. Comme Étienne qui prépare des graphiques de jeu juste en cas de victoire et tout, on met la Coupe Dunsmore en background, puis on est comme moi, c'est vrai que la Coupe elle va changer en plus. C'est vrai. J'ai hâte de voir, elle va ressembler à quoi. Il me semble qu'ils l'ont montré à TVA, ça se peut-tu? Je pense. Oui, ils ont montré le concepteur. Ils ont montré le designer. Ouais, mais j'ai hâte de voir. Ça va être cool. La seule chose que je me souviens, moi, c'est OGN qui poste un mock AI avec la face de Jacques Dussault sur la coupe. Là. Ben justement, en parlant d'Arnaud, c'est une des personnes qui dit ça n'a pas d'affaire, ça n'a pas rapport à la règle des kickbacks. J'ai hâte qu'on la change. C'est ça, j'ai hâte qu'on la change, mais je pense qu'il y a bug là, sur le moment, il fait tellement d'affaires. On la change pas, cette règle-là. Elle va encore exister, le kickback. Là, mais bon. Arnaud, c'est un entertainer avant tout. Il est très, très, très divertissant. Vraiment, vraiment. On l'a vu dans le tailgate au match contre les Carabins, là, ça va être assez le fun. Ouais, c'est cool. J'aime beaucoup le contenu qu'il fait, puis c'est vraiment une bonne personne. Il m'a beaucoup aidé à faire mon entrée dans les médias plus traditionnels. Puis lui, ce que je trouve cool, c'est qu'il y a une plateforme sur les médias traditionnels, mais il fait quand même du web puis du contenu qui vient chercher les jeunes. Fait que je trouve que pour quelqu'un qui est un peu plus vieux que nous, il a compris comment parler à la jeunesse. Puis là, ça fait que les gens qui regardent que la télé savent c'est qui AGN. Puis le monde qui sont sur TikTok, ils savent c'est qui AGN. Fait qu'il est beaucoup plus intelligent qu'il laisse paraître par certains takes divertissants, quoi. Oui, puis un podcast aussi populaire qui parle du football québécois, c'est toujours vraiment plaisant. Hein? Ben oui, plus on est, plus c'est le fun. Fait que avec les mêlées, là, qui s'appelait la ligne de mêlée, c'est vraiment cool ce qu'ils font. Puis ils me font tune in, là. Je t'avoue, ils me font tune in pour voir ce qu'Arnaud va dire. Je peux pas mentir. Moi, de commencer ton premier épisode en parlant du 7 Floor Crew à Miami, genre, tu commences pas un podcast de même, là. C'était capoté, ça. Puis son crew de dude aussi, là, ses amis avec lui sont vraiment entertaining aussi, là. J'ai l'impression que je sais c'est qui parler alors que j'ai aucune idée c'est qui. De parler, ce qui me surprend, c'est le fait qu'il soit tellement huge, ce gars-là. Il est gigantesque là, à l'avoir vu au tailgate. Physiquement? Ok, pardon. Je pensais que tu disais qu'il était redevenu comme une grosse... non, genre mais... qu'il était devenu populaire, genre. Pour de vrai, il est plus grand qu'Arnaud, puis ça m'a surpris.
OK. Je savais pas. Je l'ai pas encore vu en personne. Ben, Arnaud, oui, mais pas le reste du crew. Ouais. Donc, pour commencer officiellement, on va commencer avec le match de Concordia contre Montréal. Là, je pense que c'est un match qui, honnêtement, il y a quelques semaines, je me serais dit, OK, je m'attends peut-être pas à grand-chose, mais là, avec la performance d'Antoine Ouimet contre McGill la semaine dernière, je me dis, OK, peut-être un peu plus d'intérêt à ce match-là maintenant. Là. Ben, moi, je vais quoter Arnaud dès le départ, hein, tant qu'à parler de lui. Là, il l'a dit. Là, Concordia avec Antoine Ouimet comme carrière, c'est vraiment pas la même équipe qu'en début de saison. Là. C'est un monstre à deux têtes, ce carrière-là. Puis pour ceux qui nous écoutent, là, qui savent peut-être un peu le nom, là, c'est un ancien commit de Laval, là, en fait, qui a transféré à Concordia l'an dernier ou il y a 2 ans. Là, je suis plus certain, là, mais il a connu un monstre. L'an passé, il a signé à Concordia cette saison, puis il est avec Saint-Hyacinthe l'an passé après avoir décommit de Laval en camp de printemps. C'est un excellent joueur des deux. Puis voyons, il a mis son jeu des deux dans la RSEQ, là, puis je veux dire, il a été monstrueux la semaine dernière. Là, ça rend l'attaque de Concordia vraiment dangereuse. Ouais, puis je pense que c'est pas juste, mais le fait qu'il. La meilleure comparaison qu'on a, je pense, c'est le fait que c'est un dual threat, là, qu'on peut dire. Là. Ouais, Il est autant bon par la passe que par la course. C'est quand même 3 touchés par la course dans le match. Impressionné. Mais c'est trouver ses receveurs en même temps aussi qui l'a aidé, je pense, dans le match. Là. Oui, puis il a un excellent bras. Là, Hum. La semaine passée, là, juste à leur vérifier les stats du match, là, mais il y a 95 courses, 95 verges par la passe, par la course la semaine dernière, puis il y a une bombe de bras. Là. Il est vraiment capable de pousser le ballon très loin. Pour 4 passes au receveur Elie Rivet la semaine dernière, là, qui est un receveur deep threat, là, 132 verges par la passe juste à ce receveur-là, puis c'est plus de 200 dans le match. Là, c'est vraiment un joueur, un monstre à deux têtes, là, comme on pourrait dire. Ah, puis toi, Nick, tu as eu la chance de le voir en plus. Là. Oui, j'ai seulement regardé la première demi parce que à la deuxième demi, je suis parti de l'autre côté de la montagne. Donc, pour être l'annonceur maison pour la finale universitaire féminine de flag football, la première finale officielle, là, les filles qui jouent depuis une couple d'années. Donc, tout plein de. Je veux dire, le flag football féminin au Québec, c'est immense. Là, puis au collégial, ça joue depuis longtemps. Hein. Beaucoup des filles sont sur Team Canada, puis plein de compétitions, là, même soit québécois, soit canadiennes, soit provinciales, soit internationales. Mais c'est la toute première fois que là, c'était régi par le U-Sport officiellement. Donc, c'est parce que l'an dernier et l'année d'avant, c'était pas un varsity sport, comme on dit. C'était comme pas un sport officiel, c'était plus comme un sport club. J'ai pas la terminologie exactement en français, mais en gros, c'était dans l'école, mais sans faire partie au même titre là, que le football universitaire, le basket universitaire. Je pense que McGill, c'est encore ça. Je pense que McGill n'est pas reconnu encore comme une équipe, mettons, des Ça se peut. Bishop aussi qui vit ça, leur club de flag football. Donc, je les salue parce que quand j'étais encore à Bishop, j'essayais d'aller coacher quand ils m'invitaient, etc. Tu sais, je pense que les filles méritent de pouvoir faire ce sport. Là. Puis le Québec, c'est vraiment la province où le flag football féminin est comme c'est comme le meilleur endroit au monde là, en ce moment en termes de niveau, de concentration de niveau. Donc, voilà. Mais la première demi, oui, Ouimet qui était impressionnant. Concordia, c'est un peu dommage, OK? J'ai le négatif pendant 5 minutes parce que pour moi, les meilleurs match-ups, ça aurait été Concordia contre Laval, pardonnez-moi, puis McGill contre Montréal. Pourquoi? Parce que McGill, cette année, a battu Montréal, OK, chez eux, puis a failli battre Montréal une deuxième fois au Sepsum, pardonnez-moi. Puis Concordia, c'est l'équipe, autre que Montréal, qui s'est rendue le plus près là, de Laval cette année. Concordia qui a donné un match 19-8 contre Laval. Au PEPS. Donc, alors que, à l'inverse, malheureusement, quand on regarde McGill contre Laval, ça se passe mal cette année. Puis quand on regarde McGill contre Montréal, là, je vous montre les résultats. Premier match de la saison à Montréal, le 23 août, une défaite pour Concordia de 41-14. Puis le 27 septembre, à Concordia, une défaite de 52-2. Bon, comme vous dites, Ouimet n'a pas été le partant toute la saison. Puis c'est sûr que le peu que j'ai pu voir, la première demi au complet contre McGill, c'était très impressionnant ce qu'il a été capable de faire. C'est drôle parce que Concordia, en parlant de transfert là, de Laval, Concordia, leur haut QB, c'est Xavier Tremblay. Lui aussi, il a transfer out de votre université. Donc ça me fait rire un peu. Ben, comme quoi, hein, Concordia essaie de faire des miracles avec les restes de d'autres équipes. Puis c'est tout à leur honneur. Mais ouais, est-ce que Concordia peut provoquer l'upset? Compliqué. Compliqué, on va dire ça comme ça. Je pense que, tu sais, je regarde juste statistiquement, puis avec la game, là,
le problème des Stingers, je pense, puis ça, c'est la semaine dernière, c'est que t'as 4 sacs du corps contre McGill. Tu peux pas allouer autant de sacs du corps parce que tu vas en avoir plus contre Montréal. Là. Ouais. Ta O-line est peut-être pas à maturité ou autant bonne que, mettons, celle de Montréal, comparativement à celle de la ligne défensive. Là. Non, c'est un bon point. Je pense que par Concordia, la clé de victoire, ça va continuer par Frank Chembe aussi. Si on réussit à continuer à avoir un bon jeu de course, ça peut alléger la tasse pour Antoine Mimet parce que je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, je ne suis pas sûr si on a nommé les stats, mais dans le dernier match justement contre McGill, celui auquel j'ai pu assister à la première demi, il est 16 en 22, 225 verges, 51 sa plus grande passe, un touché, pas d'interception. Donc, on ne peut pas lui demander bien plus là, en tant que performance, en tant que première saison, en tant que quart partant à l'université. Premier match de playoff à l'université pour lui. On ne peut pas lui demander bien plus que ça. Fait qu'il va falloir que, comme tu dis, ça O-line tienne, qu'on essaye d'alléger avec un jeu de course. Puis il va falloir ultimement provoquer des revirements. On a vu que Pepe Gonzalez, aussi prolifique qu'il est dans sa saison rookie, est capable de lancer la balle et de se faire intercepter. Là. Il est pas, c'est pas Arnaud Desjardins, là, où est-ce qu'il est à sa 5e année, puis il conserve le ballon, puis il y a des matchs flawless. Pepe est capable de lancer des pics. Fait qu'à Concordia, d'essayer de forcer Pepe à lancer des pics. Ouais, puis tu l'as dit, là, je pense que la clé du match pour Concordia, ça va être par la course. Là. On sait que c'est un peu la faiblesse, en fait, de la défensive de Montréal. Là. C'est comme ça qu'ils ont perdu contre McGill. Là. C'est en accordant énormément de verges par la course. Puis Frank Chembe, ben, c'est un joueur de dernière année. Là, il va tout donner. On peut le dire, il va tout laisser sur le terrain. Là. Je veux dire, il a été monstrueux. La semaine dernière, là, c'est 161 verges en 16 courses. C'était vraiment impressionnant à voir. Là. C'est sa meilleure performance de la saison. Là. À mon avis, il va ressortir très fort contre Montréal. Puis du côté de la défensive des Stingers, ben, évidemment, ça va être d'arrêter la course parce que du côté de Montréal, on a énormément de problèmes avec le jeu au sol. Là. Je pense qu'il n'a pas marché de la saison. Là. Fait que tout va passer par la course. Là. Fait ça va être de tester la tertiaire. Puis comme tu l'as dit, ben, Pépé, il lance des pics. Il en a lancé beaucoup en fin de saison. Là. C'est à lui de se reprendre. Mais en fait, à son dernier match, il en a lancé 4 contre Laval. C'est pas la même défensive, évidemment. Mais il faut qu'il revienne en confiance. Il faut qu'il distribue bien le ballon. Puis qu'il prenne les receveurs qui sont libres. Là. On le sait, il a été trop agressif par moment. Puis ça, c'est juste de la jeunesse. Là. Je pense que c'est ça qui est rentré au dernier match. Puis, si je peux me permettre. Ah, vas-y. Okay, mais vous parliez de Chembe pendant longtemps, puis je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Parce que lui, il a vécu la demi-finale 2023. Il a failli surprendre Laval. C'est 2 OT contre le OGR. Puis il a joué quand même un très gros rôle dans ce match-là. Je m'en souviendrai qu'il m'avait fait assez peur. On se le cachera pas. Là. Ça avait passé à la deuxième overtime. Il nous a fallu un catch spectaculaire d'Edouard Arsenault dans ce match-là. Là. Mais c'est un gars qui a de l'expérience de ça, qui peut peut-être même un peu ramener ça, puis de dire que c'est possible, même si on s'en va jouer là-bas, même si c'est un espace très hostile au Sepsum, on le sait avec la montagne et tout. Have faith, puis essaie de créer quelque chose, essaie de créer une surprise. Là. Absolument. Bon, je vous ai mentionné tantôt le pointage à leur dernière rencontre, le 27 septembre, cette saison, plutôt cette saison-là, Montréal qui rend visite à Concordia, victoire 52-2. Puis je me demandais, est-ce que c'était Tremblay le partant pour ce match-là? Puis oui, c'était bien Xavier Tremblay le partant pour ce match-là. Il a lancé 14 passes, il en a complété 6 pour 68 verges, 3 interceptions. Ben, Antoine Louis a eu des reps justement dans ce massacre. Puis ça ne s'est pas tant bien mieux passé que ça. Bon, of course, là, il a pris de l'expérience entre-temps. Sous ses ailes, puis c'est pas le même homme là, qu'à ce moment-là de la saison, mais c'est pas tant convaincant quand on regarde les statistiques. Il a lancé 11 passes, il en a complété 5. Lui, sa plus longue passe, excuse-moi, pour un total de 60 verges, 2 interceptions. Donc, la tâche est quand même immense là, de ce que Concordia s'apprête à faire. J'ai quasiment envie de vous dire quelque chose, je ne sais pas si vous allez bien le prendre, là, que McGill a plus de chances de upset Laval que Concordia a de chances d'upset Montréal. Je suis d'accord avec ça. Je pense que oui. Parce que malgré que Concordia a battu McGill 2 fois cette saison, que Concordia est techniquement la 3e équipe au RSEQ alors que McGill est la 4e. Tu sais, Concordia sont 3-5, là, McGill sont 2-6. Mais on parle tous de McGill comme étant l'équipe qui pourrait l'équipe surprise s'il y en a une qui sera à la Jacques Dussault. Je pense que ça doit être tellement frustrant pour les gars de Concordia qui entendent ça. Mais la réalité, c'est que j'ai l'impression que McGill sont quand même plus bâtis pour battre un des 2 grands clubs, malgré qu'ils perdent contre Concordia. Ça, c'est une autre affaire. Je ne sais pas comment ils font pour perdre contre Concordia. 2 fois cette saison. Il n'y a pas beaucoup de logique à la saison de McGill, honnêtement. Non, on bat Montréal, on donne une super bonne compétition contre Montréal, puis on a toute la misère du monde. On perd contre Sherbrooke, on perd contre Concordia. Donc, nous autres, on était déçus. Là. Will puis moi, on voulait évidemment qu'ils jouent contre Montréal en demi-finale. Ben oui. Et s'ils ont plus de chances de gagner, comme tu dis, contre Laval, d'upset Laval, même si c'est modéré, là, mais
ils ont plus de superstars, là, ils ont beaucoup de talent. Là. On va en parler tantôt, là, mais c'est sûr que du côté de Concordia, c'est un peu différent. Là. Je pense que les chances sont pas nulles de battre Montréal, là, mais je pense que ça va être très compliqué, là, évidemment. Ouais, puis je pense, honnêtement, peut-être que je dis n'importe quoi, là, mais je pense même que dans le match contre Montréal à Cogno, dans le match, dans le gros blowout, là, je pense même qu'Antoine Ouimet s'était blessé parce que la semaine d'après, c'est même pas lui qui avait joué contre Laval, c'était Xavier Tremblay qui avait été carrière, qui avait quand même une bonne partie, il avait quand même été capable de compléter des grosses passes dans les zones profondes. Là. Donc, tu sais, je pense que peut-être que ça a joué un impact à ce niveau-là, parce que je me souviendrai en plus, dans la match de la semaine avant, quand Whitman a marqué contre Laval, ben, le Rougeur avait quand même perdu à Arnaud Laporte pour la saison. Il y avait quand même des joueurs blessés de clés pour Laval. Donc, tu sais, peut-être que Whitman en plus va devoir. Il faut que tu vis l'expérience de playoff à Montréal en plus. Ouais, Ton première game de playoff, c'est au Sepsum. Là. Ça va faire peur un peu, je pense. Ouais, parce qu'on se rappelle, je pense que votre audience, c'est peut-être un peu plus de la ville de Québec. Mais le Sepsum, malgré qu'il est beaucoup moins. Qui remplit beaucoup moins de place, il y a beaucoup moins de place au Sepsum qu'au PEPS. La quinte des joueurs, là, si tu demandes aux joueurs, le Sepsum, quand il est plein à 5000 personnes, max 5500, 6000 à craquer, on s'entend moins sur un terrain au Sepsum, puis le bruit est plus dérangeant que sur un terrain au Stade TELUS. Malgré que le Stade TELUS va remplir 21 000 personnes. C'est juste la manière que le Sepsum est fait, avec la montagne, puis l'arche des estrades, ça vient que c'est plus bruyant qu'au Stade TELUS. Je pense que Pépé serait d'accord avec ça. Ouais, ça là. T'es sûr de ça? Hein? Oui, je vous le convainc. Je vous le confirme. Genre, même en tant que j'ai été sur le sideline pour les deux, j'ai eu la chance d'être sur le sideline pour les deux matchs, dans les deux stades, pardonnez-moi. Puis le Sepsum, c'est vraiment, c'est choquant. Est-ce que vous avez déjà été à un match au Sepsum? Oui, malheureusement, on était là cette année. Bon, c'est fou, là. Tu le sens pas tant dans les estrades, mais si tu es sur le terrain, tu le sens. Puis c'est aussi la proximité du terrain des deux côtés. Il n'y a comme pas de breathing room, là. Alors qu'au PEPS, à cause de la piste d'athlétisme, au Stade TELUS, là, j'ai dit tout le temps PEPS. Au Stade TELUS, à cause de la piste d'athlétisme, tu es quand même loin des fans. Ouais. Donc, visuellement, le Stade TELUS, c'est beaucoup plus choquant. Mais le Sepsum, c'est ton sens de l'ouïe qui est choqué. Voilà la différence. Mais même en tant que fan adverse, là, j'ai été déçu cette année d'apprendre que les trompettes n'étaient plus permises au Sepsum. Ça donnait son charme. Ouais. Même semble que c'est un règlement du RSEQ. Même au collège André Grasset, où j'ai la chance d'être annonceur maison depuis cette saison, on demande, je dois annoncer qu'on arrête. Je pense que c'est les municipalités qui se plaignent. Ça crée comme un bruit plus... Ça vient ajouter déjà, tu habites à côté d'un stade, c'est déjà pas le fun, là, une fois par semaine, là, tout le bruit à côté de chez toi. En plus de ça, les trompettes, je pense que c'est comme la goutte de trop. Oh, mais y a-tu vraiment tant de municipalités que ça à côté du Sepsum, c'est ça que je me demande? Absolument. Tant que ça, ok. Ben oui. Oui, c'est un coin résidentiel. Là. Tu roules 2 minutes, plein de maisons. Oui. Et des commerces, c'est des municipalités mixtes, là, mais oui, définitivement. Si je dis pas de bêtises, c'est Outremont puis Côte-des-Neiges qui sont pas loin, mais donc ne me côtez pas là-dessus. Là. Il y a des gens qui. Ma géographie montréalaise, elle laisse à désirer parfois. Je suis Lavallois. Ce qui m'a le plus surpris de ça, c'est pas juste les fameux air horns qu'on a tous du PTSD en tant que fan de Laval, là. Mais je pense que c'est juste quand on arrivait là-bas, ils confisquaient toutes les trompettes. Là. Ça a changé. Ça, c'était pas normal, mais ça, une chance, ça a changé parce que je me souviens qu'on envoyait se plaigner un peu qu'ils ont reçu des mails des détenteurs de bêtises qui pouvaient les utiliser, puis finalement, ils étaient les confisquaient à l'entrée, puis là, il y en a une couple quand le règlement a été changé, il dit mais je vais-tu pouvoir avoir la trompette dans ce temps-là, vous l'avez encore. Ok. Là, c'était très bruyant au début de la saison, je pense. Puis ça avait été mal compris le règlement, puis c'était un peu bizarre, mais ça a changé, heureusement, pour eux. Toujours mieux. Par contre, rapidement, là, pour adresser ce que Pépé avait dit, parce que j'ai eu la chance de lui parler, c'est quelqu'un que je connais bien, il voulait dire que c'est pas le bruit au PEPS qui l'a fait lancer ses interceptions. T'sais, bien sûr, là, c'est un soundbite, puis rapide, là, il est en train de se faire interviewer post-match. Il voulait dire qu'il a juste lancé, il aurait lancé les mêmes interceptions au Sepsum. Qu'en gros, il a juste été greedy, là, j'ai pas le mot en français, mais qu'il a été audacieux, qu'il cherchait le gros jeu à la place d'être méticuleux, et donc il a forcé 4 interceptions, mais que ça n'avait aucun lien avec la full record au Stade TELUS, parce qu'il l'entendait pas, parce que ça ne l'affectait pas plus que ça. C'est ce qu'il a essayé de dire. Mais moi, voilà. Elle a tellement mal sorti, on aurait juste dit que c'était pas bruyant, puis tu sais, quasiment pour moi, ce qui est sorti, c'est qu'il disait juste que ça n'a pas été bruyant pendant tout, ça n'a comme pas affecté mon jeu, puis
au final, tu sais, quand tu compares les 4 picks, ça l'a pas aidé, mais là, d'avoir l'explication, ça rajoute un petit peu de compréhension un peu derrière ça. Là. Après, ouais, exact. Après, est-ce que, tu sais, si on donne à Québec une raison d'haïr Montréal, est-ce que vous n'allez pas la prendre à chaque fois, mettons? Entre vous et moi. Ouais, voilà. C'est sûr. Puis, tu sais, si je reviens rapidement au match, l'avantage, je pense, pour les Carabins, c'est que peu importe ce qui se passe, même si Pépé connaît un mauvais match, il faut que. Puis je pense que ça a été un des gros problèmes au match au Stade TELUS. Tu as besoin de Philippe Boyer à son meilleur. Ouais. Je pense que ça a été le problème majeur contre Laval au Stade TELUS, c'est que Philippe Boyer a été vraiment un des pires matchs que j'ai vu de sa part depuis ses années universitaires. Là. Un joueur qui est capable d'envoyer des balles à l'intérieur de la ligne de 10 à chaque fois. Là. Quand il fait des dégagements, c'est incroyable. Puis il y a eu beaucoup de misère à le faire contre au Stade TELUS. Donc, tu sais, d'avoir Pépé qui connaît un mauvais match, puis d'avoir Boyer qui connaît un mauvais match, c'était comme la pire chose que tu peux avoir en tant que fan des Carabins. Oui, et puis surtout quand tu joues contre le Rouge et Or de l'Université Laval, tu ne peux pas te permettre d'avoir un mauvais match, pas par deux de tes joueurs super importants. Ça peut choquer certaines personnes, mais on joue au football à 3 essais, règle canadienne. Ton botteur, c'est un de tes joueurs les plus importants. Donc, si ton carrière n'a pas son meilleur match, ton botteur n'a pas son meilleur match, contre une équipe qu'on le sait, les Montréal-Laval, historiquement, c'est des matchs qui se jouent sur un jeu. Ça s'est déjà joué sur une rouge, hein, classique. Heureux pour vous, un peu moins heureux pour nous sur l'île. Mais voilà, donc c'est sûr que ça fait toute la différence. Mais pour moi, en ayant parlé avec. En ayant pu en parler avec Pépé, puis aussi mon analyse personnelle de la chose, ce qui est arrivé au Stade TELUS cette année, là, la défaite de Pépé, 4 interceptions, malgré un match quand même serré en fin de compte, au Stade TELUS, là, comme pour le deuxième match de la saison régulière entre Laval et Montréal, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à Pépé. Pour moi, surtout que pour la Jacques-Dussault, si les deux grands clubs battent McGill et Concordia comme on pourrait prédire, ça va se rejouer au Stade TELUS, cette Coupe Jacques-Dussault. Puis là, Pépé a cette expérience-là dans son bagage. Et là, la première fois que tu joues au Stade TELUS, qui peut être un peu déstabilisant, là, c'est réglé. Puis je pense pas qu'on va voir le même Pépé Gonzalez au match numéro 3 entre Laval et Montréal cette année qu'est-ce qu'on a vu au match numéro 2. On a vu les deux extrêmes cette année contre Laval de Pépé, qui a été extraordinaire là, à Montréal contre Laval. Puis on a vu qu'il y a eu plus de difficultés, mais comme tu as dit, c'était juste peut-être de casser la première fois au Stade TELUS. Là, on le sait que tu regardes le passé, tu regardes les match-ups Laval-Montréal au PEPS, au Stade TELUS dans le passé. Ça n'a jamais été facile pour un carrière de venir jouer là. Fait que la première fois, c'est une fois de plus. Puis on va voir, évidemment, dans les prochaines semaines, voir si ça va se reproduire de nouveau. Ouais, puis je pense que selon tout ce qu'on se dit, ça va se reproduire, je pense. Là. Je pense qu'on peut tout être en accord, malheureusement, pour les fans des Stingers. Ce ne sera pas votre année, malheureusement, encore cette saison. Là. Mais, tu sais, rapidement, pour les Stingers, si je continue là-dessus, je pense que tu peux pas être tant déçu que ça sur ta saison. McGill était l'équipe, puis ça, c'est sans mettre trop de. Comment je peux dire ça? Sans t'en faire chier à Arnaud Gascon-Nadon. Mais, tu sais, il y avait McGill 2. Finalement, il y a eu le sac brun sur sa tête. Puis après ça, il y a 2 semaines, il avait mentionné que c'était Concordia qui ne fait pas des séries. Puis je pense qu'ils l'ont pris personnellement un peu. Donc, tu sais, je pense que tu peux quand même être fier de ta saison, mais de mon côté, je pense pas que tu as tant de chances de ça de battre une équipe comme Montréal chez eux. Là. Non, je suis d'accord. Est-ce qu'on passerait pas au prochain match-up? Yes, donc regarde. Absolument. Pour nous, c'est le match-up qu'on a le plus hâte, je pense. Puis je pense que c'est le match qui va être le plus intéressant des deux parce que ça reste, comme on dit, McGill a un club pour surprendre. Puis c'est ça qu'on voit depuis le début de l'année par le recrutement cette saison. Donc, regarde, je vais en discuter un peu, mais à quel point Jerry Momo va avoir un impact dans le match? Énorme. Parce que dans le match numéro 1, il l'a pas eu tant que ça. Mais ça, un match comme à McGill, ça a été pas le meilleur de son côté. Là. Ben oui, puis Momo, Jérémy Momo, je veux dire. Je veux dire, à chaque fois que je le vois, je me dis McGill devrait quasiment juste lui donner le ballon à chaque jeu. Là. Je veux dire, il va finir magané, là, mais c'est pour moi le meilleur joueur du RSEQ, le joueur le plus talentueux. Puis c'est une recrue là, sensationnelle. La semaine dernière aussi contre Concordia, je veux dire, que ce soit par la course ou par la passe, parce qu'il est utilisé comme receveur. Comme un receiving back de temps à autre. Là. Il est vraiment dominant. Puis ça va être un match qui va jouer à la course. Là. Si on regarde les prévisions météorologiques, puis la blessure à Arnaud, je pense des deux côtés, ça va jouer au sol. Là. Il y en a beaucoup, beaucoup de vent.
Fait que d'un côté, on va utiliser, du côté de Laval, ça va être Mathieu Roy, qui a été utilisé à profusion en fin de saison quand même. Là. Peut-être moins la semaine dernière, en fait. Je pense que j'allais voir ses stats, puis il n'y a pas eu tant de courses la semaine dernière, mais on l'a vu l'an dernier en série, là, il a été tellement utilisé, puis il a répondu présent à chaque match, puis ça a été une grande raison de pourquoi Laval a gagné la Coupe Vanille. Fait que je pense que Mathieu Roy des séries, c'est un autre joueur, puis c'est probablement le deuxième meilleur porteur de ballon, justement, derrière Momo, qui devrait connaître tout un match pour les Redbirds, du moins s'ils veulent rester dans ce match-là longtemps. Ouais, puis je pense que on en parle rapidement de la blessure d'Arnaud Desjardins, peut peut-être venir jouer là-dedans, comme tu dis, jouer au niveau du jeu au sol. Là. Surtout avoir, si on s'attend même à avoir un Jérémy Ouellette, là, ce qui pourrait même être Il sera de là. retour d'ailleurs, hein, on ne l'a pas dit. Bon, on l'a pas mentionné, c'est vrai, mais Partant. ça a pratiquement été confirmé qu'Arnaud Desjardins devrait être à partir d'un match de samedi. Donc ça rajoute un petit stress, je pense, des épaules des fans des partisans du Rouge et Or, parce que tu sais, on a confiance en Jérémy Ouellette maintenant, je pense. Là. Il a eu connu un excellent match contre Sherbrooke. On était longtemps à dire que, sans être méchant avec Jérémy, mais que c'était pas un carrière qui va passer la balle. Puis, tu sais, on a complètement oublié que le gars, il a quand même gagné l'MVP du Bol d'Or il y a quelques années. Il a quand même 2 Bol d'Or de suite. Il sait ce qu'il fait, c'est un bon carrière, mais je pense que Arnaud Desjardins, le fait que c'est sa 5e année, tout ça, je pense que ça rajoute une confiance de plus. Là. Oui, mais en fait, la raison, c'est. Tu sais, Ouellet a été excellent à Sherbrooke, là, honnêtement. On n'a pas vu le match, hein, c'était pas diffusé, Ouais. mais il a été extrêmement efficace. Là, je veux dire, j'ai pas exactement ses stats, là, mais je pense qu'il y a comme 70% là, de passes complétées. Je les ai ici en 22 passes lancées, 17 complétées pour 219 verges, 2 touchés, une interception. Honnêtement, pour un non-passing quarterback, là, comme les médias aiment dire, vraiment une très, très belle performance. Outre l'interception, là, ça s'est vraiment bien passé pour lui. C'est drôle parce qu'on ne l'a pas fait courir quasiment. Je sais que c'est Sherbrooke, là. On va peut-être moins utiliser des carrières mobiles là, sur un terrain de gazon, là, mais il a été très bon. Puis la seule raison que c'est difficile de changer de carrière en plein milieu de la saison puis espérer de gagner les grands honneurs, là, c'était son premier départ. Il est très bien fait. Puis je pense on peut le regarder pour une belle bataille au camp l'an prochain. Mais pour venir à Desjardins, ben, c'est une excellente nouvelle qu'il soit de retour. Le reste à voir à quel point on va tester son bras. Là, on sait qu'il va sûrement être un peu limité. Ouais, je pense que. Vas-y. Ben, j'allais juste dire, pour moi, c'est sûr que là, on a un match intéressant si Arnaud ne joue pas. Si Arnaud est très limité ou ne joue pas, là, vraiment, tu peux pas te demander. Qu'est-ce que tu peux demander de plus pour Éloi La Tendresse Régimbal, le crew Jerry Momo, pardonnez-moi, Alex Surprenant, ce groupe de gars de McGill qui sont là pour créer l'upset. Je parle de vétérans comme mon Dieu, son nom m'échappe. J'ai joué avec lui au Cégep. Le safety, là, le numéro 8 de McGill. L'autre qui vient de gagner, le DB qui vient de gagner, qui vient d'être nommé All-Star, Janai Lewis pour McGill, qui a le plus d'interceptions. Ryan McNally, le safety pour McGill. Janai Lewis, Copeland, qui vient d'être nommé All-Star en demi-défensif. Comme tu as vraiment Domenico Piazza, le O-line vétéran qui est passé par la CFL, qui vient de revenir, qui vient d'être nommé sur l'équipe d'étoiles en tant que ligne offensive. Genre, oui, c'est une jeune équipe, mais il y a des gars à maturité qui sont là depuis longtemps, qui ont vu des choses pas le fun se passer à McGill, qui ont eu des saisons, pardonnez-moi l'expression, mais de merde, tu vois, qui ont vu un coaching change, qui ont été la risée du RSEQ pendant longtemps. C'est comme si tu as le gars de 5e année qui ne fait pas d'interception, là, qui protège le ballon, qui est très méticuleux dans son approche, qui gagne des matchs en faisant presque aucune erreur, qui est sur les lignes de côté. Puis là, oui, tu es au Stade TELUS, mais tu es contre une recrue. Pour moi, c'est là que McGill doit aller provoquer l'upset. Donc, pour moi, tout se joue sur est-ce qu'Arnaud joue pas, puis on a un Arnaud à quoi? À 5%? À 20%? À 80%? Voilà. Ouais, puis je pense qu'il y a une autre affaire qu'il faut regarder pour McGill, un peu comme je disais avec Concordia tantôt, mais on se souviendrait qu'en 2023, l'entraîneur-chef le OC des Seigneurs, c'était Alex Surprenant. Lui, il y en a un qui va peut-être avoir cette victoire-là, qui en voulait vraiment, c'était lui. Il y avait eu une deuxième demi de feu contre la défensive du Rouge-Or. Je ne sais pas que c'est fait, mais la défensive du Rouge-Or avait l'air pas comme elle l'était. Puis ça, la semaine d'après, il avait été presque parfait contre Montréal, malgré la défaite. Là. Donc, s'il y en a un qui sait comment défier la défensive du Rouge-Or, je pense que c'est Alex Surprenant. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire avec
le fameux monstre à deux têtes, comme tout le monde dit. Là, parce que d'utiliser un doigt de la tendresse Gimbal et Jerry Momo, ça peut être extrêmement dangereux. Là. Ouais, puis je veux ajouter deux choses. Là. On a dit tantôt que les matchs entre les deux équipes cette année n'avaient pas été nécessairement serrés. C'est vrai pour le premier. Le deuxième match, même si ça s'est fini avec un écart quasiment de 20 points, là, ça a été serré jusqu'à la fin du quatrième quart. C'était un match d'une possession, donc ça avait été intéressant là, à McGill, ce match-là. Cela dit, déjà surprenant n'affronte pas la même défensive de Laval. Puis la défensive de Laval, il faut en parler. Là. C'est la meilleure au Québec. Elle vient de connaître 2 matchs de quasi-perfection. On l'a dit, là, on n'a pas vu depuis le début de l'année la défensive de 2024 qui a été championne canadienne. Mais depuis 2 matchs, on la voit. Là, c'est assez impressionnant. Là. C'est quoi? C'est 6 points, c'est 9 points donnés en 2 matchs là, contre Montréal et Sherbrooke. La tertiaire a été quasi parfaite. La DL aussi, on n'a quasiment donné rien par la course. C'est assez impressionnant. Puis j'ai hâte de voir comment on va l'attaquer, cette défensive-là, justement. Ouais, puis, tu sais, avant de continuer la défensive pour le Rougeant, mais rapidement pour Desjardins, là, c'était Richard Boutin qui avait confirmé pratiquement que Desjardins devrait être carrière partant. Stéphane Turcot avait relancé un reportage tantôt qui mentionnait que le plan présentement, c'est qu'Arnaud va être pour le carrière partant, mais que Glenn, dans sa tête, ça va être plus le carrière partant. Donc la semaine est planifiée pour ça. Desjardins avait des reps avec la première équipe cette semaine, depuis son arrivée à part mardi, vu qu'il n'avait pas pratiqué, je pense qu'il faisait encore des traitements. Mais depuis ce temps-là, il était avec la première équipe. Et donc, de ce que je comprends, devrait être le carrière partant. Puis pour la défensive, je pense qu'on va à la tertiaire, mais des joueurs qui ont sorti un peu de nulle part dans le match contre Montréal seront les joueurs à regarder parce qu'ils ont été tellement bons après ça contre Sherbrooke aussi. Puis je pense surtout à Alexandre Benoît qui a été monstrueux, comme tu as bien dit, puis je pense qu'il a bien aimé ce terme-là. Là. Philippe Champagne a été incroyable aussi dans les 2 matchs. Ces 2 joueurs-là qui ont, pour me mêler en début de saison, décidé de changer de numéro. Tout pour nous mêler encore. Moi qui retiens un peu les numéros cette saison, on va juste faire un switch. Donc là, moi, pendant un bout, j'étais mêlé totalement, mais ces 2 joueurs-là ont été incroyables. Là, contre McGill, moi, le gars que je regardais plus, parce qu'on dirait que j'ai fait la joke sur les médias sociaux en étant à chier un peu, là. Mais le receveur préféré d'Elwood Antandré Gimbal est en rouge, puis c'est Jordan Lessard, parce qu'il y a quand même 3 interceptions contre lui dans sa carrière en 2 ans. Il va jouer, hein, on le précise, il s'est blessé à Oui, Sherbrooke. c'est vrai. Mais il sera de retour en uniforme samedi. Donc, tu sais, à quel point il va avoir un impact Lessard contre ça, parce que c'est ça que moi je regarde le plus, parce que oui, ok, j'ai fait la joke de même, puis c'était Lessard les bien aimé, on le sait que Lessard c'est un gars assez cocky, là. Mais c'est à voir à quel point son impact va être ressenti, parce que on se souviendra l'an passé contre McGill en saison régulière, le dernier match local, ça allait très mal pour le Rougeur offensivement, et c'est Jordan Lessard qui a sorti son match de l'année avec 2 interceptions, donc je pense que la tertiaire du Rouge-et-Or, puis je nomme encore les 3 joueurs, Lessard, Benoît et Champagne, et j'en passe parce qu'on a tellement de profondeur à ce niveau-là, vont peut-être changer la donne du match pour McGill si tu tentes d'y aller dans les zones profondes et d'essayer de passer la balle tant que c'est un peu plus que de courir la balle, comme tu devrais le faire. Il va falloir la courir davantage parce que je sais que ça a été difficile cette saison là, par la passe. Évidemment, il y a énormément de blessés à McGill, je sais pas. Ouais. Je sais pas on est rendu où, c'est impossible de savoir. Là. Honnêtement, on va voir samedi. Beaucoup de blessés qui viennent, qui repartent, particulièrement en défensive, mais aussi beaucoup chez les receveurs de passe. Je pense que les 3-4 meilleurs sont absents. On parle de Simmons, je pense que c'est fait mal à une main là, assez gravement. Là. Fait que je pense pas qu'il va être de retour pour ce match-là, mais quand tu perds ton receveur en Simmons, on l'a vu, ça a été un peu plus difficile par la passe cette année du côté de McGill. Absolument. Absolument, des jeunes receveurs là, qui doivent performer pour McGill. Non, c'est la tâche est monumentale pour McGill aussi. Si Arnaud joue, comme je le répète, mais si Arnaud est en santé puis joue comme Arnaud Desjardins s'est joué, je pense que c'est quasiment. C'est chose faite, mais la vie a une façon de rendre les choses intéressantes. Donc, je pense qu'un Arnaud un peu limité avec un Éloi qu'on a vu dans sa carrière, on a vu de tout de Éloi. Il peut jouer le meilleur match de foot de toute sa vie, puis on se dit, mon Dieu, c'est le meilleur joueur au football universitaire canadien. Comme il peut jouer un match où tu te dis, wow, c'est Éloi que je viens de voir jouer. Fait que, si Éloi nous sort un match, Jérémy nous sort un match, Jerry, mon Dieu, j'arrête pas de l'appeler Jérémy. Jerry Momo nous sort un match sous Alex Surprenant, qui, comme vous avez dit, est capable de challenger une défensive de Laval. C'est possible. J'ai hâte de voir ce match-là. Il m'intéresse beaucoup plus que l'autre. Ouais, puis après, pour la défensive, là, je pense que je termine sur la défensive, là, parce que tu regardes, la tertiaire est excellente. Après ça, au niveau des secondaires, est peut-être ce qui pourrait être le point tournant, parce qu'on sait que
un joueur que j'ai retenu l'an passé, puis il a été incroyable à la Coupe Vanier, c'est Hideki Garand-Mambila. Il a littéralement dominé Taylor Guzma. Et là, blessé comme Montréal, on n'a pas vraiment Ouais. de nouvelles à ce niveau-là. Je sais pas si on avait eu, Étienne. Ben, il ne sera pas de retour pour le match de ce week-end, mais à suivre pour les prochains s'il y en a. Mais là, après ça, c'est avoir son remplaçant, qui était Xavier Thibodeau, avait été incroyable comme Montréal. Et après ça va être avoir la stratégie que tu vas avoir. Vas-tu encore une fois remplir la boîte comme dans le premier match et tu vas prioriser arrêter le jeu au sol parce que tu as donné confiance à ta tertiaire avec le sort, etc. Parce qu'après ça, tu as des Miangué, des Gosselin, Charon, Jean Chro qui a été nommé aussi sur l'équipe d'étoiles. Puis après ça, quand tu regardes les secondaires, Justin Cloutier, on en parle assez, on sait qu'il est bon à ce point-là, lui aussi. Donc, la défensive du Rougeur pourrait avoir un très gros impact, mais comme on dit, surprenant est capable de défier la défensive du Rougeur. Donc, à voir à quel point ils vont être effectifs, ils vont avoir cet impact-là. Autre chose à rajouter sur le match, les gars? Ben, moi, j'ai juste hâte de voir. Là. On en a parlé tantôt. Je pense que même s'ils sont 4e au classement, pour moi, c'est la 3e équipe la plus talentueuse au Québec. Donc, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Là, mais je m'attends. Si j'y allais d'une prédiction, je pense que ça va être un match de 2 possessions. Là. Ce qui est relativement bon quand même là, pour un match Laval-Montréal. Mais bon, les séries sont intéressantes cette année à voir ce que ça va donner. Mais il y a tellement de... Laval-McGill. Ouais, Laval-McGill. T'as dit Ouais, Montréal. ouais, ok. La réponse ce samedi midi. Yes. Messieurs, est-ce que vous voulez qu'on passe aux All-Stars qui sont sortis Yes. dans la RSEQ, l'équipe d'étoiles? Ouais, donc l'équipe d'étoiles, rapidement, là, pour les fans du Rougeur, je pense que c'était 13 qui avaient été nommés. Donc, Arnaud Desjardins, Mathieu Roy, Olivier Coul, Isaac Gaillardez. Après ça, je crois que ça passait à Simon Roy et Étienne Cloutier. Jacob Ginchereau, Yohan Miangué aussi. Justin Cloutier, donc les deux frères Cloutier, quand même, c'est assez fun à voir. Et après ça, vraiment avec Jordan Lessard. Et je crois que ça faisait Forteza Tremblay après ça pour le Rougeur. Donc, Oui. quand même une belle saison pour les joueurs du Rougeur. Mais après ça, ce qu'il faut regarder, c'est Montréal aussi avec une belle cohorte cette saison, encore une fois. Le joueur, je pense, qui va avoir le plus gros impact dans ces éliminatoires pour Montréal, et sans doute là-dessus, mais c'est Elijah Kramix. Le maraudeur des Carabins peut jouer un impact dans les zones profondes à ce point-là. Donc, tu sais, c'est une belle équipe d'étoiles, je trouve, cette saison. Mais je pense que si tu regardes la position, je pense, la meilleure là, à ce niveau-là, c'est tes demi offensifs, tes running backs en Momo et Mathieu Roy. On a 11 pour Laval, excuse-moi de te couper, Will. 11 pour Laval, 8 pour Montréal. Puis c'est Sherbrooke là, qui a le moins avec 2 membres de l'équipe seulement. Concordia, si je ne dis pas de bêtises, je suis en train de finir le calcul. 1, 2. Oh, Concordia aussi qui en a 2. Ouais. Concordia qui en a 2, Sherbrooke qui en a 2 et McGill qui en ont 3. Donc c'est notre équipe d'étoiles. On sait la force de RSEQ et où on sait que c'est 4 McGill, je suis vraiment désolé. 4. Oui. Ah, ben oui, c'est vrai, le voteur, je l'avais remarqué moi aussi. Mais, tu sais, je pense que pour le duel de cette fin de semaine, c'est ce que même regarder. On va-tu avoir un duel de running back au running back en Mathieu Roy et Jerry Momo, là? Ça pourrait être très intéressant à voir, surtout avec ce qui allait se passer aujourd'hui avec l'annonce de ça. Donc, moi, j'ai extrêmement hâte de voir ce qu'on va venir, mais si on regarde un peu plus in-depth avec les receveurs, là, c'est 2 de Laval, 2 de Montréal. Je pense que c'est là qu'on a le. Il faut qu'on parle de ça. Qu'on parle de ça. Donc, premièrement, il faut donner un shout-out au meilleur receveur du RSEQ en ce moment, l'homme sur mon t-shirt. Okay? Yes, sir. Voilà. Olivier Coul, vous pouvez vous procurer ce t-shirt si jamais sur Athletes Tees. OK, c'est mon associé Léo Sartel qui les design. Et c'est justement, c'est dans la prochaine vague de t-shirts qu'on release. Il va y avoir Olivier Coul dessus. Mais pour l'instant, c'est le seul en existence que je porte aujourd'hui, donc j'en suis très fier. Olivier, un ancien de Montmorency, un gars de la Rive-Nord de Montréal, un très, très bon ami à moi. Et Olivier, bon, sans surprise cette année, malgré qu'une année un tout petit peu moins flashy là, que l'an dernier, où il y avait vraiment tout brisé, ça reste le receveur numéro 1 en ce moment au Québec en termes de verges par match. Et il est 9e dans tout le Canada. Donc, ses statistiques, 47 catchs, 708 verges au total. Ça fait une moyenne de 88,5 verges par match en moyenne par jeu. Là, parfois, qui attrape le ballon 15 verges, 5 touchés.
OK? Et le deuxième, donc sur l'équipe d'étoiles, bien mérité. Parfait. Le deuxième au Québec qui descend au 16e de tout le Canada, c'est Enrique James Leclerc, le jeune receveur du Carabin. Je dis jeune parce que le gars, il n'a pas passé par le cégep, il est allé directement d'un prep school aux États-Unis jusqu'à l'universitaire québécois, là, ce qui est très rare. Là. Normalement, les gars, ils arrivent en tant que recrues à 21 ans. Je pense que Enrique, il n'a même pas encore 21 ans. Donc, lui, en 7 matchs, on parle de 29 attrapés, 578 verges, une moyenne de 82,6 verges par match, 19,9 verges par attrapé, 4 touchés. D'accord? Et c'est là qu'il y a un petit scandale. D'accord? Si vous me permettez. On passe au troisième receveur, OK, en ce moment, du Québec, qui devient 29e receveur au pays. OK? C'est un gars de Concordia qui s'appelle Élie Rivet, si on est dans les statistiques de verges par Oui, match. ça, je suis quand D'accord? même d'accord avec toi, oui. Qui a plus de verges par match que Gaillardez, qui a plus de verges par match que Hassan Dosso. OK? Je vous le dis, les stats vite fait de Rivet qui n'est pas dans l'équipe d'étoiles du RSEQ. Donc, 19 attrapés, OK? Ce qui n'est pas beaucoup. Mais en 19 attrapés, 519 verges pour une moyenne par match de 64,9 verges par match, mais une moyenne par attrapé de 27,3 verges, 4 touchés. Puis, je suis peut-être un peu trop investi parce que je suis un ancien receveur, mais OK? Ensuite, suivi de près de Gaillardez, qui lui est à 31e au pays. D'accord? Parce que Rivet, il est tied pour 29e avec 2 personnes. Donc, c'est pour ça que ça enlève le 30e spot. OK? Gaillardez, 31e au pays. Donc, lui serait le 4e au Québec, statistiquement, là, en verges par match. Lui, en 8 games, 31 attrapés, 512 verges au total. OK? Une moyenne de 64 verges par match, 16,5 verges par attrapé, 4 touchés. Et ensuite, on arrive à Hassan Dosso, qui est 5e au Québec, 37e au Canada, qui lui, en 7 matchs, 26 attrapés, 393 verges, 56,1 verges par match, 15,1 verges par attrapé, 3 touchés. Fait que, est-ce que je comprends, OK, Oli, Enrique, je comprends. Numéro 1 de Laval, numéro 1 de Montréal, je l'entends. Gaillardez, une vraie saison pour Laval. Laval qui est la première équipe au RSEQ. Bon, d'accord, on donne 2 receveurs. Mais Hassan Dosso, qui, by the way, est un super bon ami à moi. J'ai aussi son T-shirt que j'aurais pu porter, mais ça ne me tentait pas de vous frustrer aujourd'hui. Son podcast sort bientôt sur Sans Stress, qui est ma plateforme de podcast avec mon associé Léo. J'adore Hassan, puis il a eu tellement une carrière difficile dans les 2 dernières années avec des blessures. Puis c'est un gars qui a tellement dominé la RSEQ. Mais cette saison, si je dois être un analyste neutre, est-ce que c'est un peu pas son nom, sa popularité, qui lui a donné cette place sur l'équipe d'étoiles? Parce que l'autre dude, en moins de catch, a plus de verges et plus de touchés. Et je parle bien d'Élie Rivet de Concordia. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que, honnêtement, on l'a vu, l'impact de Rivet la semaine passée, surtout contre McGill. Mais tout au long de la saison, quand tu mentionnes, les statistiques parlent pour lui, je pense. Il aurait mérité sa place là-dessus. Est-ce qu'il aurait dû avoir peut-être 5 receveurs? Peut-être. Mais il aurait pu passer 3e ou 4e, là, comme tu dis. Je pense, honnêtement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Tu sais, la semaine dernière, arrivait pour donner une place en série à son équipe. 4 catchs, 132 verges. Game de 132 verges. Je pense que, de ça, on en a parlé. Là. Il y a eu un début de carrière exceptionnel avec Montréal. C'était leur receveur. Ensuite, il a tellement été malchanceux en termes de blessures. Puis je pense, bonne nouvelle aussi pour Dosso, devrait jouer samedi. Ouais. Exact. Donc ça, c'est juste une bonne nouvelle pour lui. Là, ça... Honnêtement, quand j'ai vu le joueur de Carabin se blesser, je voyais pas le numéro complet, j'ai vu un genre. C'est pas Enrique qui est blessé pour de rire. Ça, j'ai vu 81 genre, pas encore. Ouais. Je suis fan de Laval, là, mais je trouve que c'est à quel point ce gars-là a toujours été blessé, c'est plate pour lui parce que c'est tellement un talent. C'est tellement un bon joueur, un receveur explosif pour les Carabins. Là. Puis le fait qu'il a toujours été blessé, puis qu'on n'a pas eu la chance, je pense, de. Ok, oui, on l'a vu dominer, mais on n'a jamais eu la chance de voir le Hassan Dosso être autant plein dominant. potentiel. Oui, c'est ça. Exact. Donc, puis Will, corrige-moi si je me trompe, même si tu es un fan de Laval, tu veux voir Laval gagner, certes, mais tu veux les voir gagner contre les autres équipes qui est à plein potentiel. Ben oui. Exact. Mais Étienne, excuse, on t'a coupé un peu plus tôt là, sur ta lancée. Oui. Je ne sais plus où je m'en allais. Je parlais de Dosso, mais je dis. Dis-nous. Honnêtement, là, même, il nous a frustré énormément Dosso dans les dernières années. Là. Mais oui. 2023, il a gagné une vanille, puis il était inarrêtable là, défensivement, ce gars-là. Rappelons-nous un peu. Excuse, quand tu as terminé, pardon. Non, mais vas-y, j'y allais rien dire.
Rappelons-nous un peu du parcours de Hassan Dosso. Là. Hassan Dosso, là, qui est parti de la France. C'est un gars qui est né à Paris, qui jouait au football à Paris jusqu'à ses 17-18 ans. D'accord? Qui commence à se faire dire ben attends, si tu veux être bon, tu veux vraiment compétitionner au football, il faut aller de l'autre côté de la frontière. Donc, décide de partir à Thetford Mines, qui à l'époque est un cégep Division 2, mais qui est pas en haut de la Division 2, là, qui est au bas fond de la Division 2, puis qui n'est pas nécessairement l'endroit le plus glamour. Entre-temps, ils ont vraiment bâti un beau cégep et un beau programme sportif là-bas. Mais tu sais, c'est pas l'endroit qui fait rêver là, quand tu es dans un autre pays. Là, je m'en vais découvrir le Canada, je m'en vais à Thetford Mines. Tu comprends? Fait, décide d'aller jouer à Thetford Mines, joue receveur sa première saison. Le coach qui est à Thetford Mines à l'époque, je ne vais pas le nommer, le kick-out de l'équipe, le sort de l'équipe, Hassan demande de revenir. Mon Dieu, mais je suis venu au pays pour ça et tout. Demande de revenir. Le coach dit tu reviens en jouant DB. Hassan change de côté de terrain pour la première fois de sa vie. Il joue DB. Finit par start à DB. Bon, OK, le coach décide on va le mettre un peu à l'offense. Finit à sa dernière année. J'ai joué contre lui, notamment en 2019, par jouer receveur et DB dans un match de quart de finale contre Montmorency à la maison pour le cégep Thetford Mines et nous bat. Puis ils se font éliminer en demi-finale. Se fait recruter par l'université de Sherbrooke. Va pendant la COVID en 2020, là, quand on n'avait pas de saison, fait le camp d'entraînement là-bas. Le programme d'études dans lequel on lui avait dit qu'elle allait être acceptée, on lui dit finalement, tu n'es pas accepté. Donc, décide de transférer à l'Université de Montréal. Puis là, éclos en le Hassan Dosso qu'on connaît aujourd'hui. Puis se fait faire 2 blessures qui auraient pu arrêter sa carrière là, dans les 2 dernières saisons. Tout ça pour dire de voir Hassan Dosso. Autant que statistiquement, si je suis Élie Rivet aujourd'hui, je suis un peu fâché. De voir Hassan Dosso terminer sa carrière universitaire avec une reconnaissance sur l'équipe de l'Étoile. En tant qu'être humain, je suis extrêmement heureux pour lui. Puis j'ai oublié de dire dans son parcours, s'en va au CFL Combine l'an dernier après tout ça, performe extrêmement bien au Combine national de la CFL, puis ne se fait pas drafté par aucune équipe, ni invité à un camp d'entraînement. Puis là, c'est vraiment sa 5e, là, c'est son année pour tout prouver, pour essayer de signer en tant qu'agent libre dans la Ligue canadienne de football. Donc, voilà. Honnêtement, je ne connaissais pas cette histoire-là. Ça rajoute encore à la malchance de ce joueur-là. Puis je lui souhaite tout le meilleur. Je suis certain qu'il va connaître des séries, surtout si c'est sa dernière année, des séries monstrueuses. Là. J'aime bien ce mot-là. Je lui souhaite de jouer au prochain niveau, là, assurément. Il a le talent pour ça, c'est sûr. Ouais, puis je pense que ce qu'il avait dit avec Thetford dans le temps, c'est qu'il avait comme formé un petit pipeline français. Exact. Arnaud Laporte aussi, qui avait été là-bas, on le sait, qu'on avait eu la chance d'y en jaser un peu pendant l'off-season. Donc, mais comme je dis, un joueur explosif qui on n'a jamais pu voir son plein potentiel, comme on a mentionné. Si on aurait eu je comprends un peu maintenant la reconnaissance dans lui. Je trouve ça cool pour lui, un joueur qui est tellement vaincre des obstacles dans sa carrière universitaire, de le revoir sur cette liste-là pour terminer son parcours universitaire, c'est le fun à voir. Puis d'avoir une chance peut-être de l'avoir au niveau professionnel avec la CFL qui maintenant a comme un peu ouvert la porte aux joueurs qui sont peut-être un peu plus européens, on l'a vu. En acceptant les combines régionales un peu, je pense, avec Arnaud Laporte l'an passé et Hassan Dosso. Ça rouvre la porte à ces joueurs-là un peu, donc je pense que c'est le fun de voir qu'il reste quand même une possibilité pour lui. Puis je veux faire une petite parenthèse sur Cool. On en a parlé, il a mérité sa place dans la première équipe étoile. Là. Il y en a peut-être qui s'attendaient à une saison de record de sa part. Là. Toi? Ouais, j'avoue, j'avais peut-être un peu trop. Mais ça, c'est le fun hein, dans les médias. Tu peux dire certains disaient, mais c'est toi, certains. Ouais. Genre, comme les analystes disaient, c'est toi l'analyste. Ça, j'adore. C'est ma nouvelle phrase. Moi, j'avais des autres attentes pour lui, puis je suis pas du tout déçu. Je veux dire, s'il y a une petite baisse j'y avais parlé en plus cette saison, s'il y a une petite baisse dans ses statistiques, c'est juste les équipes se sont ajustées. Là. Il a tellement été incroyable l'an dernier qu'il y a assurément plus dans les plans de match des autres équipes. Puis c'est pas dans des stats qui étaient très, très soutenables. Là. C'était tellement incroyable. Là. Mais il a connu une super bonne saison. Là. On a parlé 88 verges par match en moyenne. C'est excellent. Puis c'est le meilleur receveur de Laval. Là. Puis ça va être une grosse partie pour les matchs à venir. Au mois de novembre. Ouais, puis rapidement, avant de passer au AUS, il nous reste pas beaucoup de temps. Là. Pour Olivier Cole, là, juste la confiance qu'Yvon Desjardins a en lui, je pense que c'est ce qui va avoir le plus gros impact parce que malgré que peut-être que Desjardins n'était pas à 100%, on l'a vu dans les dernières années, si Desjardins avait juste besoin de lancer le ballon vers un receveur, tu regardes juste U81, puis je pense que là, l'option est libre à chaque fois parce que Olivier Cole est tellement un bon route runner. Ouais, le meilleur. Donc, ça fait le tour pour l'équipe d'étoiles. On a dépassé un peu de temps, mais on va faire ça rapidement, parler du AUS un peu. Parce que le RSEQ, le gagnant du RSEQ affrontera le gagnant du AUS pour la Coupe UTEC, je pense, cette saison, je ne me trompe pas. Donc,
sais, rapidement, on peut en discuter pour voir, mais à quoi qu'on s'attend dans les US, que je pense que St. Mary's a été de loin la force de la Ligue cette saison. A quand même été surpris une fois, je pense, contre Saint-FX. Mais là, c'est que je pense que la demi-finale Saint-FX Bishops peut être très intéressante. Là, toi, on veut t'entendre Nick là-dessus, surtout que c'est ton alma mater. Là. Absolument, c'est mon ancienne équipe. J'étais avec eux l'an dernier lorsque on est allé gagner le Lonely Bowl, donc le championnat de la conférence des Maritimes, puis qu'on a eu la première saison invaincue en saison régulière de Bishop depuis 1992. C'était vraiment cool. On a eu la chance de hoster le Lonely Bowl, là, donc d'être l'équipe à domicile pour le championnat des Maritimes et d'être l'équipe à domicile pour la demi-finale canadienne qui, à ce moment-là, on accueillait nul autre que les Golden Hawks de Laurier et Taylor Grisma, qui est ensuite allé au Senior Bowl. Première fois pour un QB canadien depuis 1980. Non, de l'histoire du football universitaire canadien, première fois au Senior Bowl. Puis qui a ensuite joué un match pré-saison avec les Packers de Green Bay, juste les Packers de Green Bay. Ça, c'est la première fois depuis 1982 que c'est arrivé. Donc, qu'un QB du football universitaire canadien se rende dans la NFL. Tout ça pour dire quelle saison incroyable, je vais m'en rappeler toute ma vie, mais aujourd'hui, je suis là pour analyser la chose. Puis, c'est particulier. SMU, c'est la meilleure équipe au pays, tu l'as bien dit. Ils sont premiers. La meilleure équipe au pays, mon Dieu. La meilleure équipe de la conférence, tu l'as bien dit. Leur défensive en termes de points alloués est première au Canada, par contre. Puis leur défensive en termes de. Ça, c'est leur défensive, pardon. Puis leur offensive en termes de points marqués est quatrième au Canada. Maintenant, il faut émettre un caveat, comme on dit en anglais. Il faut mettre une nuance. C'est que c'est les Maritimes. Donc, c'est comme tu te bats pas contre Laval, Montréal, le Laurier quand tu fais ces points-là, mais c'est quand même tout à leur honneur parce que c'est une des premières années dans les Maritimes où il y a 3 grands carrières. Il y a Justin Shipley qui est un transfert de l'Université Carleton qui joue au ballon ovale puis qui essaie vraiment ce qui manquait à SMU. Ça a toujours été une équipe athlétique. Ils sont bien coachés depuis le retour de Steve Samara qui est le coach légendaire. Justement, c'est sous lui qu'une équipe des Maritimes s'est rendue pour la dernière fois à la Coupe Vanier en 2007. C'était Steve Samara le coach. Après, il est parti pendant 20 ans puis là, il vient de revenir. Mais c'est ça, le transfert de Carleton, Justin Shibley qui fait très bien. Sauf que dans les Maritimes, là, il y a 2 forces depuis toujours. Une force depuis 5 ans, pardonnez-moi. C'est les X-Men de Saint-FX. Ça fait 5 ans qu'ils ont Silas Fannin qui détruit la Ligue. Il vient là, cette saison de prendre le record de la conférence pour le plus de verges par la passe, puis le plus de touchés de l'histoire de Saint-FX, puis le plus de passes complétées de la conférence. Fait que ces 3 records-là. Un record d'école, 2 records de conférence. C'est pas compliqué. Dans 5 ans, il y a eu 4 MVP dans sa carrière. C'est comme. Non, excuse-moi, 3 MVP, 4 fois sur 3 fois sur l'équipe d'étoiles, 2 MVP. Ils se sont rendus 4 fois au Lonely Bowl dans les 5 dernières saisons. C'est la grosse équipe. Sauf que, depuis 2 ans, Bishop cogne à la porte. Puis là, j'ai un scoop pour vous. L'équipe d'étoiles dans les Maritimes n'est pas encore sortie, ni qui est les awards, là, qui a gagné meilleur joueur des Maritimes, mais j'ai eu la nouvelle. C'est Justin Quirion qui a gagné meilleur joueur des Maritimes. En ce moment, je vous dis Justin Shibley à SMU qui fait super bien en tant que carrière transfert. Silas Fannin, qui est comme le gars qui gère la conférence depuis 5 ans, il fait encore super bien. Mais Justin Quirion, ça vous dit la saison que lui a, il vient de gagner meilleur joueur de la conférence. Fait que pour la 2e année de suite, puisqu'il a gagné l'an dernier. Ouais. Donc, vous le savez autant que moi, au football, quand tu as un carrière, tout est possible. Saint-FX a perdu contre Bishop cette saison, à Saint-FX. Sauf que Silas était blessé. Il n'a pas joué. C'était leur backup. Puis le backup de Saint-FX, pas prêt en ce moment. C'est comme Saint-FX, c'est Silas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Bishop a la tâche monumentale d'aller là-bas. Puis on sait qu'on prend l'avion pour y aller, etc. C'est pas un manque de talent, Bishop, c'est un manque de leadership, de ce que je comprends. Pas que pour enlever à Justin Quirion ce qu'il sait faire, puis les vétérans qui restent là-bas, mais le bassin de joueurs de 5e, 4e année sortant, qui étaient des rangs collégiaux, donc des Québécois de 24, de 25 ans, qui ont mené cette équipe, entre autres, au Lonely Bowl l'an dernier, il est tout parti. Fait que là, tu as plein de joueurs talentueux un peu plus jeunes, comme Justin Quirion, comme Alex McDonald, qui a gagné meilleur joueur des Maritimes l'an dernier. Un genre de demi-défensif hybride qu'on envoie blitzer. Il me fait penser à Reda Kramdi, du Carabin de l'Université de Montréal
il y a quelques années, là, que vous devez vous rappeler de lui. Ben, c'est ça, Alex McDonald. C'est tout autant un safety qu'un halfback, qu'un gars qu'on blitz, qui va arrêter de la course puis il va faire une interception dans le même match. Là. Dans le match contre Acadia, il y a 2 interceptions, il y a genre 5 tackles for a loss. Et lui, il vient de finir 2e en vote pour être le joueur défensif de l'année. Il ne l'a pas eu. Il l'avait eu l'an dernier. Anyway, je m'éternise. Mais mon point est à dire que Bishop, le problème, c'est pas le manque de talent, c'est le manque de maturité pour gagner des matchs importants. Pour moi, c'est McGill en ce moment, Bishop. C'est une équipe qui peut faire de grandes choses comme ils peuvent se coucher. SMU, c'est Laval, puis Saint-FX, c'est Montréal. Puis là, avant que le monde crie chez eux, mais comment tu... De cette conférence-là, OK? Fait que c'est les versions Walmart, genre. Tu comprends? C'est comme, il y a le name brand, puis il y a genre la marque Walmart qui coûte moins cher, mais c'est la même affaire. Fait que SMU, cette année, c'est Laval. OK? Saint-FX, c'est Montréal. Fait que Laval 1, Montréal 2, mais c'est plus comme un 1A, 1B. Puis Bishop peut créer la surprise, mais ont une tâche difficile. C'est mon résumé un peu botché des Maritimes. Je suis désolé, il est tard le soir. C'est vraiment intéressant pour vrai parce que nous autres, on n'a pas vu les matchs, on a juste pu suivre avec les scores qui sont publiés sur les réseaux sociaux. Là, puis ça fait beaucoup de sens avec les scores qu'on a sortis cette année. Les Saint-FX et Bishop qui ont fini les 2 5-3, si je ne me trompe pas. Puis il y a eu beaucoup de matchs comme à la Montagne Russe. Là, tu vois, Bishop ont battu Saint-FX une fois, puis dans les dernières semaines, là, je ne m'en trompe pas, ils ont sont fait battre à plein de coups de ouais. Ils ont une défaite 45-7 contre Saint-FX, puis une défaite 53-3 contre SMU, ou l'inverse. Oui, mais ça, c'était des grosses défaites là, quand même. C'est des matchs comme surprenants. Là. Je ne pensais pas que ça allait être à un aussi gros écart, mais ça reste une des très, très bonnes équipes des Maritimes. Puis ça donne des séries très intéressantes. Si dans les dernières années, bon, l'an dernier, Bishop a gagné, évidemment, mais dans les dernières années, c'était plus évident qu'il allait gagner cette année. Exact. C'était tout le temps une ligue à une équipe dans les dernières années. Même quand Bishop, on se rendait en demi-finale, on se rendait souvent en finale et US là, pendant que j'étais là-bas. On s'est rendu 3 fois pendant que j'étais là-bas. Ben, dans les 3 fois, c'était toujours Saint-FX le favori. T'sais, on allait pour créer la surprise. L'an dernier, pour la première fois, c'était nous contre SMU. Saint-FX n'était pas là. Tu vois, fait que ça, c'était le fun. Puis même là, ce match-là, il a fini sur le dernier jeu du match, un fumble provoqué par Gab Royer qui nous amène en overtime. Puis au final, on fait triple overtime pour gagner ce match-là. Donc, on a failli le perdre, là, ce Lonely Bowl-là. Puis, fun fact, Saint-FX, aussi bons qu'ils sont cette année, puis avec Silas, ils ont perdu contre Mount Allison. Mount Allison qui s'est fait complètement frappé par toutes les autres équipes, par les 3 gros clubs cette saison. Donc, tout est possible dans les Maritimes. C'est ça qui est le fun, c'est les plus petites écoles, il y a des plus petits budgets, il y a plus de joueurs de 18 ans sur le terrain parce qu'il n'y a pas le cégep obligatoire là-bas. Mais ça crée aussi des matchs un peu plus inconstants et des équipes un peu moins établies. Donc. Ouais, ce qui reste quand même fou à voir, parce que dans le premier duel entre Saint-FX et Mount Allison, c'était un show de 34-0. Exact. Donc, tu sais, ça change un peu tout. Ça change la donne un peu. Là. Puis, je pense que d'avoir la chance de regarder un peu les US à cause que y a l'équipe de la province du Québec qui est là en plus, c'est le fun. Mais là, c'est étonnant encore plus parce que là, tu as la chance de regarder un peu qui tu risques d'affronter à la Coupe UTEC, que ce soit Laval ou Montréal. Donc, je pense que c'est une conférence très intéressante. Puis, il n'y a pas vraiment de gagnant assuré, je pense, cette saison. Là, parce que Bishop, malgré qu'il a perdu comme beaucoup de terrain, comme tu dis, quand même une expérience de l'an passé, ils savent un peu comment gagner, un bon coaching staff aussi, mais pour ça de Saint-FX, on sait que c'est la force de frappe des Martins depuis quelques années, et c'est mieux qu'ils ont été dominants cette saison, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer à US cette saison, pour cette fin de semaine et la fin de semaine prochaine, sérieux. Puis il y a quand même quelque chose en théorie, là. Excuse-moi Étienne de te couper, aussi peu de chances soit-il que cela arrive, okay? Il y a un monde, en théorie, là, où la Coupe UTEC cette année, elle se passe à Lennoxville, au Coulter Field. Puis c'est les Bishop Gators qui accueillent les McGill Redbirds. Ça serait pas fou quand même. Dis-toi à un fan du RSEQ en genre 2016, là. Ouais, voilà. Tu sais qu'en 2025, ça va arriver, là. Je pense pas qu'il te croit. Exact. Non, c'est sûr que non. Moi, je pense que SMU, si je devais parier, mettons, je devais parier mon argent, SMU, c'est le choix un peu le plus safe par rapport à tout cela. Ceci étant dit, je pense que Saint-FX performerait mieux à la Coupe UTEC contre une équipe de la RSEQ parce que Saint-FX, ils sont sortis avec ce même bassin de gars plusieurs fois
la RSEQ. Ils ont fait face à, excusez-moi, plusieurs fois des Maritimes. Ils ont fait face à Western il y a une couple d'années. Puis ils ont fait face à UBC. Ouais. Puis ils ont fait face à Saskatchewan. Puis notamment le match contre Saskatchewan, si je ne dis pas de bêtises, c'est en 2022, ou 2021, pardonnez-moi. Non, 2022, lorsque Silas c'est juste un joueur de deuxième année. Puis c'est eux qui accueillent Saskatchewan. Puis Saskatchewan, à ce moment-là, ils ont le MVP de l'ouest du pays. Ils ont tout roulé dans l'ouest. Puis au quatrième quart, à 9 minutes de la fin, c'est 14-14. Donc, il y avait un monde où Saint-FX se rendait à la Coupe Vanier pour la première fois pour une équipe des Maritimes depuis 2007. Là. Donc, Saint-FX, pour moi, sont plus rodés pour ce genre de choses. SMU, ce serait la première fois que ce bassin de joueurs là, sort des Maritimes. Puis, l'ayant vécu pour la première fois, c'est pas la même game. C'est pas pour rien que Bishop, l'an dernier, ils l'ont refait cette année, mais l'an dernier, pour la première fois, a voulu se faire un match de pré-saison contre Laval. Puis 2 ans avant, on avait fait un match de pré-saison. Les 2 années avant cela, on avait fait des matchs de pré-saison contre Sherbrooke. C'est qu'on se préparait à une éventuelle sortie des Maritimes. Puis nous, on le sait. Veux pas, là. Autant que les gens, des fois, aiment mal parler de Bishop. C'est pas parce que j'ai soudainement un uniforme mauve à l'université puis que je joue dans une autre conférence que j'ai pas fait face à tous ces gars-là au collégial. Comme tout jouer au collégial, on sait tout, on sait qui est qui. Tu vois ce que je veux dire? Ben, les équipes des Maritimes, ils ont beaucoup moins ça. Il y a beaucoup moins de Québécois. Il y a Zachary Hood, par exemple, à Saint-FX, c'est un très, très bon joueur à Thetford Mines, mais c'est tous des gars qui sortent du high school dans le reste du pays, là, la majorité des gars qui font le roster de Saint-FX. Donc, cette expérience d'être sorti dans les dernières années, puis des vétérans qui parlent aux plus jeunes, puis qui disent attends, là, ça va être ça le calibre, puis sur les lignes, ça va ressembler à ça, puis ces équipes-là sont skimmées de même, puis on va jouer contre des gars de 25 ans, est d'autant plus importante pour ces équipes-là qui n'ont pas de Québécois, ou en tout cas très peu. Puis là, tu parlais de miser, puis j'ai comme eu le flash que à cause de GM, le cool bet, c'est aussi qu'il y avait des odds. Mais là, je check la money line. Saint-FX, c'était à moins 256. Bishop, c'était à plus 185 dans le match de cette fin de semaine. Okay. Honnêtement, bet Bishop, c'est pas tente le tout pour le tout. On sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, bon, moi, je donne aucun conseil de pari sur ce podcast, OK? Mais en effet, maintenant, on peut, sur Bet99, si je dis pas de bêtises, on peut miser sur les résultats des matchs du football universitaire canadien. Je suis rose à GN. Je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. On a dépassé un peu dans le temps, on ne se le cacherait pas. Mais Nick, merci d'avoir été là tout le long. Puis d'avoir accepté de venir, là, c'est vraiment très apprécié. Les gars, merci à vous de l'invitation. J'adore tout ce qui se fait dans le football au Québec. Donc, si je pouvais vous encourager en venant parler de quelque chose qui m'intéresse de toute façon, ça me fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Étienne, comme d'habitude, merci d'avoir été là. On se retrouve probablement la semaine prochaine. Donc, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté. Puis on se retrouve la semaine prochaine, comme mentionné, pour un autre podcast. Donc, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, peu importe quand vous l'écoutez.